La dernière chose qu'elle remarqua avant que le monde ne s'effondre fut la façon dont la lumière du soleil de l'après-midi de l'Iowa filtrait à travers la poussière de farine en suspension dans leur cuisine. C'était une danse silencieuse de particules dorées, un spectacle quotidien et banal qu'elle avait toujours trouvé apaisant. Chaque grain de poussière semblait raconter une histoire de pain pétri, de gâteaux partagés, de promesses murmurées au-dessus de la planche à pétrir. C'était une image d'une telle perfection domestique, d'une telle paix laborieuse, que son souvenir l'a entrée plus tard. Non pas comme une douce nostalgie, mais comme le fantôme moqueur d'une vie qui n'avait jamais vraiment existé. Pendant 10 ans, une décennie entière de sa jeunesse et de son amour, Sarah avait cru sans réserve au catéchisme de leur vie commune, un évangile de simplicité et de labeur prêché par son mari, Michael. Ils vivaient dans une petite maison, au toit de bardeaux usé par les saisons, dont les murs semblaient imprégnés de l'odeur de leurs rêves modestes. Chaque week-end était un rituel sacré, consacré à la rénovation de la cuisine, un projet sans fin qui était devenu la métaphore de leur existence, une amélioration lente, constante et partagée. Ensemble, ils ponçaient de vieux meubles jusqu'à retrouver le grain du bois nu, posaient des carreaux de faïence couleur crème avec une précision d'artisan et rêvaient à voix haute d'ouvrir un jour une petite boulangerie qui embaumerait leur petite ville de l'odeur enivrante, du pain frais et de la cannelle. Michael, les mains couvertes de plâtre ou de pâte, le visage serein, disait souvent, avec cette assurance tranquille qui était pour Sarah une ancre dans les tempêtes de la vie. Nous sommes modestes, mais nous sommes stables. Et Sarah, pétrissant la pâte à ses côtés, sentant la chaleur de son corps près du sien, le croyait de toute son âme. Cette stabilité n'était pas un mot, c'était le fondement invisible sur lequel elle avait bâti sa confiance, son amour, son avenir tout entier. Ce jour-là, le rituel familier de la relève du courrier fut brisé par une anomalie. Au milieu des prospectus publicitaires colorés, promettant des paradis à bas prix et des factures habituelles au logo familier, une enveloppe se distinguait. Elle était d'un blanc officiel, rigide, presque menaçant dans sa sobriété. Le nom de Michael y était imprimé dans une police austère, sans fioriture, impersonnelle. Sarah la posa sur le comptoir en granit qu'ils avaient installé eux-mêmes, entre une corbeille de pommes rouges et une pile de livres de recettes aux pages cornées, et l'oublia presque jusqu'à ce que Michael rentre du travail. Mais une curiosité inhabituelle, une sorte de pressentiment ténu comme une toile d'araignée, la poussa à l'ouvrir. Elle déchira le papier avec soin, sans la moindre inquiétude tangible, s'attendant à une offre de carte de crédit plus avantageuse ou à une communication de l'administration fiscale. Le texte à l'intérieur était bref, brutal et parfaitement insensé. Paiement en retard au titre du contrat de prêt numéro 74B 921. Montant de la dette 72 000 dollars. Sarah relut les lignes, une fois, 2 fois, 10 fois. Les mots ne mangeaient pas, mais leur signification refusait de pénétrer son esprit. 72 000 dollars. L'absurdité du chiffre la fit presque sourire. Il n'avait aucun prêt. C'était impossible. Elle était la gardienne méticuleuse, quasi obsessionnelle, de leurs finances. Elle tenait un cahier de compte où chaque dépense, même le plus petit café acheté sur un coup de tête, était scrupuleusement noté. Chaque dollar économisé était célébré comme une petite victoire, un pas de plus vers leur boulangerie. Un prêt de cette ampleur était une aberration, un monstre mythologique dans l'univers parfaitement ordonné et prévisible qu'elle avait construit. Une seule pensée, réconfortante dans sa logique implacable, résonna dans le silence soudain de la cuisine. C'est une erreur. Une simple et grossière erreur administrative. Il ne peut en être autrement. Elle plia la lettre avec des gestes précis, la glissa dans son sac à main et décida de régler ce malentendu grotesque dès le lendemain. Le lendemain matin, l'air était vif et le ciel d'un bleu impitoyable, indifférent à son trouble naissant. La banque était un édifice de verre et d'acier qui semblait froid
malgré le soleil éclatant. À l'intérieur, une odeur de café fraîchement moulu, destinée à mettre les clients à l'aise, se mêlait à celle, plus chimique, des moquettes neuves, créant une atmosphère aseptisée et déshumanisée. Sarah s'approcha du bureau d'un gestionnaire de compte, un homme à l'apparence soignée, au sourire professionnel et au costume impeccable. Elle lui tendit la lettre, s'efforçant de garder une voix calme et posée, celle d'une citoyenne raisonnable, confrontée à une simple bévue bureaucratique. Bonjour, je crois qu'il y a une erreur. Mon mari, Michael Miller, et moi-même avons reçu ceci. Nous n'avons aucun crédit en cours, je peux vous l'assurer. Le gestionnaire prit la feuille avec une condescendance polie, le regard de celui qui a l'habitude de traiter avec des gens confus. Il tapota quelques instants sur son clavier, le visage neutre. Puis, ses sourcils se froncèrent légèrement. Un pli d'incrédulité se forma entre ses yeux. Il cliqua encore, ses doigts se déplaçant plus rapidement sur le clavier, comme s'il cherchait à démêler un nœud complexe. Un silence s'installa, seulement troublé par le cliquetis des touches, un son qui semblait s'amplifier dans la tête de Sarah. Finalement, il releva les yeux vers elle. Son sourire professionnel avait disparu, remplacé par une expression de perplexe compassion. Madame Miller, je suis désolée, mais je ne vois aucune erreur. Je vois ici non pas une, mais 5 lignes de crédit actives au nom de votre mari. Le portefeuille total de la dette s'élève à un peu plus de 200 000 dollars. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Sarah. Les sons de la banque s'estompèrent, remplacés par un bourdonnement sourd dans ses oreilles. 200 000 dollars. Le chiffre flottait dans l'air climatisé, monstrueux, irréel, obscène. Elle dut s'agripper au bord du bureau pour ne pas tomber. Sa propre voix lui sembla venir de très loin, faible et éraillée, lorsqu'elle murmura « Je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Pourriez-vous m'imprimer un relevé détaillé des transactions ?» L'homme acquiesça silencieusement, son regard empreint d'une pitié qui la mettait mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, il lui tendit une liasse de papiers encore tièdes. Chaque page était une fenêtre ouverte sur un monde qu'elle ne connaissait pas. Une vie parallèle, secrète et dispendieuse, menée par l'homme qui partageait son lit et ses rêves. Les lignes de dépenses défilaient sous ses yeux incrédules. Il y avait des paiements mensuels pour un pick-up Ford F-150 Lariat, un véhicule de luxe qu'elle n'avait jamais vu garé dans leur allée. Des achats de meubles onéreux chez un designer, livrés à une adresse dans un autre quartier de la ville. Des notes de restaurants chics, des achats de vêtements de marque, des billets de concert. Et puis, la ligne la plus douloureuse, celle qui revenait chaque mois avec une régularité de métronome, celle qui lui transperça le cœur. Un virement de 2000 dollars à une femme nommée Lisa Clark. Tout se mélangeait dans la tête de Sarah, un tourbillon chaotique et nauséeux. Les images de leur dîner de pâtes, des pulls raccommodés qu'elle portait avec fierté, des vacances reportées pour économiser quelques centaines de dollars. Tout cela se superposait à cette liste de dépenses extravagantes. Cette modestie qu'il prêchait, ce sacrifice qu'elle acceptait, avec amour, n'était qu'une façade. Une mise en scène cruelle dont elle était l'athlète. Les queules. Spectatrices crédules. Leur stabilité était un mensonge. La confiance, ce socle de granit sur lequel elle avait tout construit, venait de se pulvériser en 1 million de morceaux de verre tranchants. Sur le chemin du retour, elle conduisait en pilote automatique, les mains crispées sur le volant, le regard vide. Le monde extérieur avait perdu ses couleurs, tout semblait gris et terne. Une fois à la maison, cette maison qu'elle ne reconnaissait plus, une énergie froide et déterminée la saisit. Elle n'était plus la femme aimante et confiante. Elle était une archéologue de sa propre vie, déterrant les artefacts d'une trahison. La recherche ne fut pas longue. La vérité, une fois qu'on sait où chercher, est souvent d'une évidence brutale. Près du garage, dans une vieille boîte à outils qu'elle n'ouvrait jamais, elle trouva un double des clés. Une clé de voiture avec un logo Ford et une autre, une clé d'appartement simple et anonyme.
Dans la poche d'une veste de travail que Michael ne portait plus depuis des mois, elle découvrit une quittance de location pour l'adresse qu'elle avait vue sur les relevés bancaires. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une logique terrifiante et glaciale. Ces soirées où il était retenu au travail par une réunion de dernière minute, ces week-ends où il partait aider un ami à déménager. Chaque excuse, chaque mensonge, chaque absence prenait maintenant son sens. Il n'était pas au travail. Il était là-bas, dans cet autre appartement, avec ses autres meubles, et sans aucun doute avec cette autre femme. Ce soir-là, elle ne prépara pas le dîner. Elle rassembla toutes les preuves sur la table de la cuisine, là où ils avaient si souvent planifié leur avenir commun. Les relevés bancaires, les quittances, les clés. Un autel funéraire à la mémoire de son mariage. Elle composa ensuite le numéro de ses beaux-parents. Sa voix était étonnamment ferme, dénuée de toute émotion. Bonsoir Mary, j'aimerais beaucoup que vous veniez dîner demain soir, avec John. C'est important. Un dîner de famille. Le lendemain, l'atmosphère était lourde de non-dits. Michael, ignorant tout, était jovial, parlant avec enthousiasme de la prochaine étape de la rénovation de la cuisine. Sa mère, Mary, souriait, heureuse de ce repas improvisé. Seul son père, John, semblait plus réservé, jetant des regards inquiets à Sarah, comme s'il sentait une tension sous-jacente. Sarah attendit qu'ils soient tous assis à table, le rôti au centre, symbole d'une normalité familiale qui n'existait plus. Puis, sans un mot, dans un silence de mort, elle écarta les plats et étala les documents devant tout le monde, comme un jeu de cartes macabre. Le silence qui suivit fut total, assourdissant. La stupeur se peignit sur le visage de Mary, qui porta une main à sa bouche, ses yeux passant des papiers à son fils, dans une incompréhension totale. John, lui, baissa la tête, le regard fixé sur son assiette, comme s'il venait de recevoir une sentence attendue et redoutée. Michael devint livide, sa fourchette tombant de sa main avec un bruit sec. Il tenta de se défendre, sa voix se brisant dans un murmure étranglé. Mais c'est inimaginable. Sarah, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie de mauvais goût? Pour toute réponse, Sarah se leva, prit son ordinateur portable posé sur le buffet, l'ouvrit et afficha la page de leur compte bancaire en ligne. L'écran brillait dans la pénombre du soir, affichant les mêmes transactions, les mêmes dettes, les mêmes virements à Lisa Clark. Et là, face à la vérité numérique, irréfutable, face à la détresse de ses parents et au visage décomposé de son mari, un son étrange, presque inhumain, s'échappa de sa gorge. Ce fut un rire sans joie, un rire de libération amère et terrible, le son d'une digue qui cède après des années de pression silencieuse. L'année qui suivit fut un flou de procédures de divorce, de négociations acrimonieuses avec les créanciers et de nuits blanches passées à pleurer de rage et de chagrin. Mais à travers ce chaos, une clarté nouvelle, aussi dure et brillante qu'un diamant, émergeait. Sarah vendit la maison, ce décor de théâtre d'une vie fausse, et s'installa avec sa fille, Donka, dans un petit appartement lumineux au-dessus d'une librairie. Elle ne se demandait plus ce que les autres pensaient de la stabilité. Elle travaillait sans relâche, acceptant tous les petits boulots, d'abord comme simple pâtissière dans un restaurant local, puis en vendant ses propres créations sur le marché fermier du week-end. Chaque gâteau vendu, chaque pain pétri de ses propres mains était un acte de reconstruction, une brique dans la nouvelle fondation de sa vie. Un jour, en passant devant une petite boutique vide dont la vitrine était couverte de poussière, elle sentit une impulsion, un mélange de peur et d'excitation. C'était risqué, c'était effrayant, mais pour la première fois de sa vie, la peur ne la paralysait pas. Elle la stimulait. Elle utilisa le peu d'argent qu'elle avait réussi à sauver du naufrage de son mariage et loua l'endroit. Pendant des mois, elle peignit, nettoya et décora, transformant la petite boutique en un havre de chaleur et de lumière. Elle l'appela « le pain honnête ». L'ouverture fut modeste, sans fanfare.
Mais bientôt, le bouche à oreille fit son œuvre. Les gens venaient fat pour ses brioches à la cannelle, son pain au levain croustillant, et pour le sourire authentique de la femme derrière le comptoir, une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie plus forte. Sarah avait trouvé sa stabilité, non pas dans les promesses creuses d'un homme, mais dans la farine sur ses mains, la chaleur de son four et la satisfaction de ses clients. Elle n'était pas riche, loin de là, mais elle était indépendante. Elle était souveraine de son propre royaume, aussi petit soit-il. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, sa fille Donka, qui faisait ses devoirs sur une petite table dans un coin, la regarda avec des yeux d'une maturité nouvelle. Maman, on vit maintenant? Sarah s'arrêta, la clé encore dans la serrure. Elle regarda sa fille, puis la petite boutique chaleureuse, sa création, son sanctuaire. Elle s'agenouilla, serra Donka dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux mêlée à celle du pain refroidi. Non, ma chérie, répondit-elle d'une voix douce et pleine d'une certitude nouvelle, une certitude qui venait du plus profond d'elle-même. On est honnête maintenant, et on est libre. Cet échec n'avait pas été une fin, mais une naissance. Elle avait perdu un mari et une illusion, mais elle avait trouvé sa force, sa passion et une liberté plus douce et plus nourrissante que n'importe quel pain sorti de son four. Et pour la première fois en 10 ans, debout dans sa propre boutique, la clé de sa propre vie dans sa main, elle se sentait vraiment, profondément stable.